Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode, le premier de la série d'Innovation and Prospective Talk, l'émission qui va vous parler, si on commence à faire des fourches de langue dès le premier épisode, ça commence bien, l'émission qui va vous parler, le podcast qui va vous parler d'innovation au sens large, de transformation digitale, de tech, pour analyser l'ensemble des impacts que la technologie opère, à la fois sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Et le travail étant dense, je suis accompagné de Lionel. Et Lionel vous dit bonjour pour ce premier épisode, qui salue évidemment Mathieu, qui a oublié de dire son prénom. J'ai l'impression, si j'ai bien écouté, J'attendais que tu fasses là. parce que j'essaye d'écouter. et évidemment, on va vous réserver des tas de surprises. L'articulation de ce podcast, il est autour de l'actualité, il est autour d'une interview, mais comme aujourd'hui c'est le premier épisode, on va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, parce qu'on parle beaucoup de mobilité en ces périodes de troubles, d'élections municipales et de coronavirus. Peut-être que c'est vrai que quand on est tout seul dans sa petite voiture, on est moins stressé que quand on est dans le métro. Et puis on parlera d'une petite start-up qui fera un petit clin d'œil à un salon à cause du coronavirus qui ne se tiendra pas, c'est-à-dire le MIPIM à Cannes. Voilà. Après l'annulation du Mobile World Congress et nous avons échappé à celle du CES de Las Vegas, nous sommes très heureux d'y avoir échappé par ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'annulations de différents salons de la tech. La veille va prendre une autre tournure sur cette année 2020, ou du moins sur le premier semestre. Mais nous ne serons pas seuls pour animer ce podcast, puisque nous allons tout simplement avoir une invitée régulière, pour ne pas dire hebdomadaire, en la personne d'Emmanuel, que nous avons normalement en ligne. Emmanuel, est-ce que tu nous entends ? Absolument, Mathieu, je vous entends très bien. Super, bienvenue dans ce podcast sous les applaudissements, effectivement, de tout le monde. Ce que l'on va tout simplement voir, Emmanuel, pourrais-tu te présenter, surtout nous présenter Flash Tweet également, qui est le média que tu animes tous les jours? Absolument, écoute, je suis ravie de rejoindre cette aventure, puisque nous sommes connus au CES en 2019. Donc voilà, c'est le prolongement d'une relation qui s'est nouée à Las Vegas, où vous m'aviez fait l'amitié de faire des petits récaps de la journée pour mes followers qui sont là tous les matins depuis 2015. On est maintenant plus de 56 000. Alors qu'est-ce que c'est que le Flash Tweet ? Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la transformation numérique, pour donner du sens à l'innovation. Donc, tous les matins à 7h30, le Flash Tweet publie en live, puisque je suis derrière mon écran, les 10 infos à ne pas rater sur la tech, l'intelligence artificielle, les startups, les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, bref, pour décrypter ensemble la transition numérique en cours, donc ce que vous voulez faire aussi avec votre podcast, donc tout ça est à peu près cohérent. Et tous les soirs, on se donne rendez-vous aussi à 19h30, donc pour le replay sur Flash Tweet, où je repasse en fait l'édition du matin, tout simplement. Donc je suis vraiment ravie de rejoindre ce podcast Innovation and Prospective Talk, donc pour partager donc avec vous et avec votre audience mon analyse sur les infos essentielles de la semaine. Donc voilà, j'ai hâte de commencer le premier numéro avec les infos de la semaine à ne pas rater. Et ça va être super sympa. Je crois même que tu dois avoir des grosses rediffusions ou des best-of le samedi, si je ne me trompe pas. Absolument. Alors le dimanche, plus exactement, je publie sur mon site, puisque le Flash Tweet a également un site, les 10 informations à ne pas rater de la semaine, qui sont en résumé un peu le best-of, mais je mets aussi des infos qui sont importantes, même si finalement ce ne sont pas les plus partagées. Moi, mon enjeu, c'est vraiment de revenir sur les infos les plus importantes de la semaine, de mettre tout ça en perspective. Donc dans un article un peu plus fouillé que les 280 caractères de la journée, et de mon média que j'appelle média en 2800 signes, le plus petit média du monde, donc que j'ai créé sur Twitter, puisqu'il fait 280 multiplié par 10, donc ça fait 2800. Et effectivement, donc, on se retrouve tous les dimanches pour le Flash Tweet hebdo, que je diffuse ensuite dans le Flash Tweet le lundi, et je vais un peu m'en inspirer pour vous faire une petite
chroniques pour le podcast. Donc le meilleur de la semaine passée et à venir, eh ben, ce sera toutes les semaines avec Emmanuel. On est ravis en tout cas de t'accueillir sur ce podcast. On te laisse retourner à tes occupations qui sont nombreuses parce que tu es en grosse préparation du best-of pour dimanche. Exactement. On te remercie puis on te dit à très vite pour partager tout ce que tu pourras nous trouver de croustillant en termes d'actu autour de l'innovation toutes les semaines. Merci Emmanuel, allez à très vite. Merci à vous deux, à très vite. Avec plaisir, ciao. Ciao. Alors c'est vrai que globalement l'actualité va être excessivement dense cette année et pourtant on aura quand même un gros souci parce que si le coronavirus continue comme il est en train de faire, un nombre important d'événements de la tech vont effectivement potentiellement s'annuler, des grands rassemblements qui sont vitaux pour toi. Alors on va veiller différemment et puis ça nous fera l'occasion aussi d'interviewer peut-être plus de personnes. Et ça va être quelque chose de très sympa. Alors Lionel, tu avais quand même préparé quelque chose d'intéressant puisque tu voulais nous parler de l'innovation qui est sortie de chez Citroën, la voiture en location avec ses particularités et qui s'appelle tout simplement Ami. Oui, alors l'idée c'était de se dire est-ce que l'on va pouvoir bientôt circuler et se faire des amis pour 20 € par mois. Alors c'est pareil, c'est 19,99. Citroën, c'est quand même une marque qui est connue pour être une marque qui a toujours essayé d'innover et même les salariés de Citroën, encore dans les années 70, disaient que dans cette société, il y avait l'âme d'André Citroën qui régnait, même si lui était décédé de nombreuses années avant, parce que c'était l'âme de quelqu'un qui était innovateur. Si aujourd'hui on voudrait faire un parallèle, alors après toute chose n'étant pas égale par ailleurs, c'était un petit peu le Elon Musk du début du siècle. C'était quelqu'un qui était dans l'innovation et qui voulait, alors par la traction avant, par ses engrenages qui sont des engrenages à chevrons, d'où son logo. Et bien Citroën, même si je crois que derrière il y a une société que tu connais bien dans le développement de cette voiture. Oui, je la connais bien puisque j'en suis, donc effectivement, mais on ne citera pas de nom. Je ne sais pas encore si on a le droit de communiquer ou non, mais tout le moins c'est un projet qui est très important. Alors en même temps qu'il y a en termes d'ingénierie beaucoup d'intérêt, en tout cas de challenge qui étaient à relever, puisque cette Citroën, effectivement, a quelques particularités. Déjà, elle circule à peu près partout, elle est petite, et surtout, elle est symétrique. Alors, elle est symétrique, elle sera accessible aux personnes qui ont 14 ans en France, alors 16 ans dans d'autres pays, ça dépend de la législation. Ça veut dire que c'est une voiture qui est accessible sans permis, qui aura une autonomie à peu près de 70 km, donc qui couvre parfaitement tous les besoins de déplacement quotidien. Citadin. Citadin, domicile-travail. Périurbain, mais domicile-travail d'environ 30 km pour faire l'aller-retour maximum. Mais je crois que la moyenne c'est entre 20 et 25 km tous les jours, donc c'est extrêmement peu. C'est 12. Voilà, les gens passent du temps dans les bouchons, en fait, ils passent du temps à l'arrêt, ils sont longtemps dans leur voiture, mais ils ne circulent vraiment pas beaucoup. Et donc là, c'est parfait. C'est une voiture qui sera à la fois capable d'être achetée, qui sera capable d'être louée. Alors on parle de 26 centimes de la minute. Alors pour référence, 26 centimes de la minute, on n'est pas loin du prix d'une trottinette. Et on est à peu près au prix de Cityscoot, qui est à 24 ou 26 centimes sur abonnement, enfin sur package acheté de 100 minutes, et qui est à 36 ou 38 centimes, si je ne me trompe pas, un tout petit peu plus, sur la base d'un nom, enfin sans forfait. Donc on est sur quelque chose qui est assez raisonnable. Tout à fait raisonnable. Et alors en plus, tu tiens à deux, t'es couvert. T'es pas comme la Twizy qui est sortie déjà il y a pas mal de temps chez Renault, qui reste quand même une voiture un peu à l'air libre. Et puis les inconvénients de la moto et les avantages de la moto, mais surtout les inconvénients de la voiture, donc il n'y a quasiment aucun, effectivement pas peu d'intérêt, mais globalement la Twizy, effectivement, dans l'usage quotidien, surtout sur Paris, n'était pas forcément le meilleur sujet. Donc là finalement on a le meilleur des deux mondes. On a une voiture qui est pratique, qui globalement est simple à fabriquer, pas très cher, accessible à 14 ans, mais ça veut dire qu'elle roule peut-être pas non plus à des vitesses qui sont exceptionnelles, parce que je crois que tu es limité dans ce cadre-là à 45 km/h. Oui, à 45 km/h, ça veut dire qu'elle risque de ne pas pouvoir prendre le périphérique. Il faudrait que je vérifie au niveau de la législation. En tout cas, ce qui est sûr, évidemment, elle ne peut pas prendre les autoroutes, puisque là, elle est en deçà de la vitesse minimum à laquelle on doit rouler sur une autoroute. Mais je pense qu'elle ne pourrait peut-être pas prendre le périphérique. Peut-être que toi, tu vas pouvoir vérifier ça alors que je te vois clapoter sur ton... Et oui, c'est l'avantage du podcast, c'est que globalement, comme on n'est pas forcément à l'écran, alors les automobilistes ne doivent pas circuler à moins de 80 km/h sur la voie de gauche, c'est Autoplus qui le disait.
Globalement, a priori, il n'y aurait pas forcément de limitation minimum sur le périph', tout du moins dans les premiers résultats de recherche. À rechercher et à confirmer dans le prochain épisode sur ce point de vue-là. En tout cas, c'était ce qui était dit à la Twizy. La Twizy existe toujours d'ailleurs en 2 versions, une version sans permis, une version avec permis. Et la version sans permis ne pouvait pas rouler sur l'autoroute parce que la vitesse minimum du véhicule n'était pas suffisante. Là, il va falloir vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'était pas... Bon, on a déjà dit beaucoup de choses sur cette voiture. Elle est symétrique, elle est peu chère. C'est quoi l'intérêt qu'elle soit symétrique, Lionel ? C'est le prix de fabrication. C'est-à-dire que pour une voiture qui est complètement symétrique, quand je fabrique un pare-choc avant et un pare-choc arrière qui finalement, enfin une face avant ou une face arrière qui sont similaires, j'en fabrique 2 fois plus. Parce que sinon, je fabrique une face avant qui est différente de la face arrière. Donc on simplifie les... Pardon. On simplifie les outillages, on simplifie la mise en œuvre et donc on rationalise davantage. On a une voiture qui est plus rationnelle et donc moins chère à fabriquer. Un petit peu à l'image d'ailleurs que les voitures low cost de la marque Dacia récupéraient aussi des outils qui avaient servi à faire des portes ou des tableaux de bord sur des précédents modèles de Renault pour qu'en fait l'outillage déjà amorti coûte moins cher et que les pièces finalement soient moins chères à sortir. Et bien là, on a moins d'outillage. Donc même si c'est original puisque c'est une toute nouvelle voiture, elle ne ressemble à aucune autre. Ça, on peut vous l'assurer. Vous n'avez qu'à regarder sur Internet. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va coûter relativement plus cher parce que le bonus écologique, je crois, sur cette voiture est de 900 €. Donc, c'est pas énorme parce que la voiture ne coûte pas très cher. Et qu'une fois que vous aurez payé un premier loyer de 2600, je crois, elle vous reviendra sur 48 mois, un tout petit peu moins de 20 €, donc 19,99, d'où le titre Se faire un ami pour 20 €. Donc on est dans la stratégie de fabrication Playmobil, c'est-à-dire qu'on a des moules qui sont effectivement adaptables plug and play sur d'autres installations possibles, et là on utilise cette symétrie. Donc là effectivement intérêt, et puis lean management, lean en tout cas en termes de stratégie, optimisation à tous les niveaux pour récupérer ce qui peut être récupéré en termes de fabrication. Donc une fabrication optimum, l'application, donc on peut la louer et l'utiliser via Free to Move, si j'ai bien compris. Exact. Et en même temps, on peut l'acheter, donc cette voiture, sous forme d'une location par mois sur laquelle elle est effectivement en location longue durée, si ça doit être un leasing. Oui, complètement. Et en plus, il n'y a pas comme sur certaines voitures électriques de location de batterie. C'est-à-dire que là, voilà, elle est en pleine propriété. Alors une toute petite batterie, une batterie de 5 kWh. Oui, c'est la question que j'allais te poser. On n'est pas sur les batteries comme on a pu voir sur le CES ou dans nos échanges entre les différents, ce qu'il y avait à l'intérieur des batteries avec Olivier récemment. Non, c'est une toute petite batterie de 5 kWh qui se recharge en 3 heures sur votre prise électrique standard. À 100%. Ah oui, 100%. Donc 100%, 3 heures. En 3 heures, 5 kWh, 5 oui, kW, c'est le prix d'un très c'est la puissance d'un très gros aspirateur. Enfin bon, on est quand même dans du domestique, on reste dans du domestique. Ce qui est intéressant, c'est de voir les modes de distribution. Les modes de distribution sont tout à fait originaux. Alors, elle ne sera pas disponible forcément dans toutes les concessions. Alors, on a des concessions partenaires, mais seulement elle sera disponible en ligne. Vous pourrez l'acheter directement en ligne. Vous pourrez aussi l'acheter dans le réseau Fnac Darty. Donc c'est un produit de consommation qui va vous aider, comme vous achetez d'ailleurs une trottinette dans le réseau Fnac Darty en fait. Et donc on achètera une voiture directement. Exactement. Alors achat possible à partir de 14 ans, on peut conduire à partir de 14 ans, donc l'acheter aussi. Particularité, c'est qu'au travers de l'application Free to Move, sera à partir de 16 ans. Donc là, je pense que c'est pour des problématiques classiques d'assurance qu'on pourra effectivement... Alors, c'est dans du free floating total ou est-ce qu'ils ont des solutions avec des bornes ? Ça, j'ai pas eu le temps de checker ce point-là. Alors, c'est un petit peu le sujet qui fâche. C'est le sujet qui pique. Parce que, veux-tu dire qu'il y aurait de la politique là-dedans ? À chaque fois que ça pique, ça veut dire que finalement, il y a des décisions à prendre. Et les décisions à prendre, c'est toujours un petit peu au bout du bout qui paye. Et la problématique aujourd'hui que l'on a dans les grandes villes, dont certaines que l'on connaît bien, puisque la région parisienne et voire même Lyon, Bordeaux, etc., essayent d'évacuer, de faire évacuer, sortir le plus possible les voitures de leur cœur de ville. Parce qu'en France, on a des centres-villes. Ça, c'est le problème. Ça arrive. Non, mais tu sais, on y va de temps en temps. Aux États-Unis, ils n'ont pas de centre-ville. Ça s'étale. Il y en a moins. Voilà. Mais on revient aux quelques trottoirs. Il y a des initiatives. Ils mettent downtown, mais il n'y a pas city center. On voit bien. Alors que nous, on a bâti des villes autour de l'église, du marché, de la mairie, et tout se met à tourner autour. Ça, c'est les urbanistes. Mais bon, on a un pays un peu plus ancien. Donc, je pense que c'est aussi la raison de cette organisation dans l'espace de la ville. Donc, la plupart des élus locaux veulent plutôt des mobilités douces. On ne va pas prendre la caricature de Paris, mais Paris est confronté à beaucoup d'autres problèmes, donc parfois les réponses peuvent sembler caricaturales. Ce qui est gênant, je trouve, dans cette promesse que l'on a de faire de la voiture électrique, et cette solution, elle est juste géniale,
c'est qu'avec 70 km, tu as fait le calcul très simplement, on a 35 km aller, 35 km retour, donc c'est une voiture qui est parfaitement adaptée pour le citadin. C'est-à-dire, bon, vous n'habitez pas Paris, mais vous habitez la première couronne, et si vous n'habitez pas ni le 92, 93, 94, vous allez un petit peu plus loin, c'est parfaitement adapté. Oui, sauf que les gens qui habitent dans cette zone-là sont essentiellement en immeuble. Et donc les points, pour connaître le problème de près en ce moment, la capacité d'équiper d'un deuxième compteur ou d'un sous-compteur un parking d'une copro relève effectivement de certaines difficultés qui peuvent être des fois juste de procédure, juste d'accès et juste des fois du bon relationnel que l'on peut avoir potentiellement avec ses voisins. Donc effectivement, problème de taille sur capacité à recharger dès lors que les entreprises ne fournissent pas forcément de parking ou que ces mêmes entreprises n'ont pas forcément de points de recharge directement accessibles. Oui, parce que finalement, dans le trajet domicile-travail, puisqu'elle est essentiellement faite pour ça, dans le trajet domicile-travail, on a deux choix. Soit on le recharge la nuit chez soi, soit on le recharge la journée dans son entreprise. Tant, d'après moi, qu'il n'y aura pas, alors on ne parle pas d'incitation fiscale, mais tant qu'il n'y aura pas des instructions, c'est-à-dire des obligations, pas des incitations, des obligations, que ce soit au système de copropriété, aux bailleurs sociaux, aux entreprises, d'installer des points de recharge. Et alors là, toute la question est, quel type de point de recharge, avec quel type de prise, sur quelles normes, avec quelle puissance, avec quel mode de paiement, parce que l'électricité, ça a un coût, même si c'est un coût qui est relativement peu cher en France, ça a un coût. On voit bien d'ailleurs que toutes les personnes qui aujourd'hui possèdent une voiture électrique, de la Tesla à la Zoé, ne sont pas capables de se recharger sur les mêmes réseaux de bornes parce que vous avez les Ionity d'un côté, vous avez les bornes Tesla de l'autre, vous avez les bornes municipales, vous avez alors bon, il y a bien des systèmes qui sont interbornes avec une carte qui vous permet de payer dans les différents cas, mais quand on voit les derniers prix qui ont été mis en œuvre par Ionity notamment, qui est quand même, on en avait parlé beaucoup sur notre chaîne YouTube, qui est quand même issu d'un joint venture d'entreprises automobiles plutôt allemandes, a mis le prix de son kilowatt tellement cher que si vous allez recharger votre Zoé et que vous n'avez pas des prix préférentiels parce que finalement vous ne faites pas partie des groupes automobiles qui possèdent finalement ce réseau de distribution électrique, vous allez payer plus cher que si vous mettiez de l'essence. Donc il y a quand même un sujet sur effectivement qui supporte les coûts d'installation et globalement en plus chez soi, de quelle manière est-ce qu'on peut fluidifier, parce qu'on parle du droit à la prise effectivement qui est un droit qui est inscrit aujourd'hui dans la loi pour pouvoir se connecter. Il n'en demeure pas moins que quand il y a une installation qui vient se plugger sur le réseau commun, il y a néanmoins des travaux opérés, donc une démarche administrative qui peut être plus ou moins fastidieuse en fonction effectivement de sa copro. Donc tous ces éléments font que, est-ce qu'aujourd'hui si on élague cette partie-là, tu penses qu'on est en train de créer un peu à la mode Tesla, et c'est pour ça que ça fait son succès en mode plug and play, j'ai un écosystème qui est global et donc qui fonctionne. Est-ce qu'on recrée le même écosystème là avec un réseau de distribution qui en plus est élargi puisqu'il se base sur des grands retailers? C'est une excellente question auquel je vais m'empresser de répondre, comme dirait un homme politique dans les nombreux débats que l'on voit en ce moment. Alors, quand Tesla crée un écosystème, probablement que c'est parfaitement rentable parce qu'il se positionne d'une certaine façon à l'Apple. Je crée un écosystème, j'ai des produits qui sont des produits plutôt haut de gamme, relativement chers, et derrière, j'ai quand même des investisseurs. On connaît la capitalisation boursière de Tesla qui a dépassé les 100 milliards de dollars. Entre nous soit dit, bien plus importante que celle de Volkswagen, qui est un groupe qui fabrique des millions de voitures. Et on ferme le banc. Mais sur la création d'un écosystème, on peut bien comprendre quand même que chaque marque automobile ne va pas créer son propre écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu possèdes une Renault Zoé, tu ne peux pas aller la charger sur les bornes Tesla. Donc c'est compliqué. Là, il va bien falloir à un moment, je ne sais pas, alors déjà en termes de normalisation des prises, en termes d'action publique, il va bien falloir qu'à un moment, il y ait un acteur un peu global. Mais un acteur global ne peut pas être une entreprise privée. Il faut bien qu'il y ait un acteur global. Et là, au niveau de l'Europe, on a quand même peut-être un petit peu de moyens. Enfin, on a 27 pays qui pourraient décider des choses. Oui, ou alors il faut partir sur les stratégies un peu des consortiums V2X où tout le monde s'est aligné sur un même protocole, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis d'accord. Il y a une norme. Il y a une norme qui est bon. Donc effectivement, ce sujet qui est assez fondamental sur l'écosystème et le partage de cet écosystème entre plusieurs marques pour fluidifier et limiter les irritants pour nos consommateurs. Bonne ou mauvaise innovation selon toi ? C'est une super innovation parce que franchement, on nous rabat les oreilles que c'est compliqué de circuler en ville. Elle fait 2,41 m, c'est-à-dire 20 cm de moins qu'une Smart qui se garde déjà à peu près partout.
Franchement, c'est juste un truc génial. Alors après, bon, il n'y a que 2 personnes, il y a de la place pour une valise de type cabine devant le passager qui n'a pas un siège qui recule, donc il y a un petit peu de place aussi derrière. C'est pas très très grand, c'est vrai, mais c'est génial pour aller faire quelques courses, pour aller se promener, pour aller... on est à Paris, hein, ou on est en France, de toute façon, pays tempéré, et quand c'est tempéré, ça veut dire qu'il pleut souvent. On pourrait dire que ça serait bien que ça se réchauffe en ce moment. Je pense que ça éviterait quelques désagréments. Donc globalement, demain, tous amis, c'est les prochains mois. On verra si effectivement Alors, c'est quand l'ouverture? Parce que globalement, aujourd'hui, ils disent prochainement. Est-ce qu'il y a des dates qui ont été annoncées dans les différentes recherches que tu as pu faire? Alors moi, dans les différentes recherches, pour moi, on est sur mi-2020. Donc mi-2020, on arrive sur juin-juillet, donc un vrai déploiement potentiellement sur phase de septembre. Donc à voir, on refera un épisode, on essaiera d'interviewer effectivement quelqu'un de la maison qui aurait pu travailler sur ce projet de manière plus significative, parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que c'est presque une voiture software finalement. Il y a aussi on embarque énormément de logiciels et donc potentiellement aussi beaucoup d'analyses de comportement, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Une dernière d'ailleurs petite chose, toute une partie de l'information que tu peux capter dans ta voiture, que d'habitude nous le faisons à travers un tableau de bord, se fera à travers ton smartphone et l'application AMI. Donc le smartphone, on est très loin du web diffus, de notre orientation classique de la 5G dont on parle, c'est-à-dire le fait d'être moins dépendant du smartphone. Mais bon, ça reste encore le pivot de la connexion, quoi qu'on en dise, encore pour quelques années, tout du moins. On va passer peut-être aux 2 articles qui nous ont fait réfléchir, qu'on a pu voir cette semaine. Et on va commencer par toi. Je te lance la patate chaude, comme c'est moi qui ai la table et les boutons, entre guillemets. Alors, mon petit Lionel, quel est l'article de cette semaine qui t'a marqué, ou la news qui t'a marqué? Alors moi, ce qui m'a marqué cette semaine, indépendamment donc de l'annulation du MIPIM, qui est le salon de l'immobilier qui a lieu tous les ans à Cannes et qui évidemment devait avoir lieu dans quelques jours, pour cause de problématiques sanitaires. Il y a une société qui s'appelle Colony. Alors c'est une start-up et cette start-up, elle vient de lever 30 millions d'euros. Alors quand une start-up française lève 30 millions d'euros, on se dit tiens, moi je ne connaissais pas du tout et je me suis un petit peu penché là-dessus pour voir ce qu'il proposait. Et donc il propose quelque chose dans l'immobilier. Les jeunes actifs, que ce soit les jeunes actifs parce qu'ils sont en contrat qui une forme de précarité, c'est un CDD, etc., ou ce sont des freelances, etc., ont beaucoup de mal à louer. Alors pourquoi ils ont beaucoup de mal à louer? Parce que leur salaire n'est pas garanti, il n'y a pas de visibilité, etc., etc. Et la loi française protégeant quand même relativement bien le locataire, le propriétaire a toujours peur de se faire mettre une petite banane. Voilà. Eh bien, eux, ils sont arrivés, ils se sont dit, voilà, nous, on est des cofondateurs, on a voulu monter notre start-up, on est confronté complètement à ce problème, on est jeunes, on vient d'être diplômés, eh bien, on va essayer de trouver une solution. Eh bien, eux, ils font de la solution du... je cherche le nom puisque tout à l'heure je l'avais écrit, et du co-living. Voilà, ils font de la gestion de co-living avec notamment pour les problématiques de paiement, et bien directement du prélèvement mensuel, pas du tout de gestion directe. Et vous allez pouvoir bien louer une chambre avec sa salle de bain qui sera indépendante. Donc les parties, on va dire intimes, sont complètement indépendantes. Et vous allez rentrer dans une structure qui est une structure où vous allez partager certains autres espaces. Ça fait déjà plusieurs années que des promoteurs construisent des bâtiments dédiés au co-living, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un studio avec l'entrée, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, etc., vous allez avoir les parties privées et les parties communes avec potentiellement un appartement qui pourrait avoir 5, 6 ou 7 chambres et les parties communes, et puis chacune des chambres a sa partie privative où vous aurez évidemment vos affaires de toilette et toute la partie intime. Eux rentrent dans ce circuit-là et gèrent la location et la garantie auprès des investisseurs qui construisent ce type de bâtiment. Merci Lionel, on t'applaudit, bravo, quel jingle de transition de fou. Alors, en ce qui me concerne, on va rester dans le mood actuel, celui qui fait peur, effectivement, en ce moment, c'est-à-dire, on s'amuse avec les boutons également, mais c'est le coronavirus, puisque Alibaba, au travers de sa filiale de recherche, son labo de recherche qui s'appelle Damo Academy,
tout simplement aurait, alors je dis aurait, parce que c'est du conditionnel, c'est assez difficile à vérifier, tout du moins c'est sorti cette semaine le 2 mars ou 3 mars, avec une intelligence artificielle, un algorithme qui sont développés. Il serait en mesure en moins de 20 secondes d'être sûr, avec une précision de 96% de la reconnaissance des symptômes du coronavirus. Voilà. Donc, ça a été en test, a priori dimanche dernier, sur un des premiers, sur un des hôpitaux, qui est celui de Kiboshan. Voilà, j'avais noté Kiboshan, qui est à Zhengzhou. Et a priori, les tests sont plutôt encourageants, alors qu'il faudrait à un médecin, selon d'autres informations, entre 5 à 15 minutes pour analyser un scanner. Donc on voit bien qu'en fait, l'intelligence algorithmique que l'on peut créer permettrait de solutionner beaucoup de problèmes, tout du moins de diagnostiquer en temps réel. On voit bien l'application des algorithmes aujourd'hui qu'on peut plugger sur des caméras de surveillance ou autres et qui vont permettre potentiellement d'identifier aussi les températures des personnes directement. Ça fait aujourd'hui, on voit très clairement l'intérêt que ça peut avoir dans des lieux comme les aéroports. Voilà, en tout cas, cet article qui est paru, qu'on a vu passer un petit peu partout sur tous les médias qui parlent de tech, et donc cet institut de recherche d'Amo Academy qui appartient à Alibaba et qui aurait développé cet algorithme magique dont on attend effectivement, bien entendu, le déploiement si l'ensemble des tests sont concluants, parce que pour l'instant, tout le monde s'accorde à dire qu'en Occident, nous n'avons pas les moyens, tout du moins, de voir si effectivement cela est non pas véridique, mais aussi fort en termes de pertinence. Voilà. Globalement, la news ou l'article qui m'a interpellé cette semaine. Est-ce qu'on a tout dit, Lionel ? Il reste tellement de choses à dire, mais quand même aujourd'hui, on en a dit beaucoup. On en a dit beaucoup, beaucoup plus, parce qu'on avait préparé cet épisode, mais nous sommes en live, hein, on n'a pas de filtre, les erreurs sont les erreurs. En tout cas, voilà, c'était notre première version 100% podcast de Digital and Prospective Talk Innovation and Prospective, et pas Digital Men. On va y arriver, mais effectivement, les Digital Men ne sont jamais loin, parce qu'on reviendra sur notre chaîne YouTube, bien entendu, régulièrement, mais un peu moins régulièrement, parce que le podcast nous paraît un peu plus intéressant aujourd'hui, et surtout facile à animer en termes de densité de contenu, parce qu'il en faut effectivement beaucoup. Il y a tellement d'actu que c'est difficile à suivre. Si nous avons tout dit, on vous remercie de votre attention pour ce premier épisode, 20 et quelques minutes, 26, 28 bientôt. Donc on va raccrocher l'antenne, vous inviter à partager à vos amis la bonne parole, ce podcast également, puisque son succès est en partie celui de tous les invités qui vont collaborer très prochainement, dont Emmanuel fera partie intégrante toutes les semaines. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation, et à très vite. Bye bye.